Messieurs, le bureau vous propose pour la deuxième séance de la session ordinaire de l'année l'ordre du jour suivant. L'examen et l'adoption de l'affaire 2019-1305 relative au projet d'avis sur la contribution du Conseil économique, social et environnemental à l'évaluation prospective de l'acte 3 de la décentralisation avec une communication du ministre suivie de 3 interventions d'invités. Est-ce qu'il y a des observations sur l'ordre du jour? Il n'y en a pas, donc le projet d'ordre du jour est adopté. Monsieur le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, mesdames, messieurs les membres du bureau, mesdames, messieurs les présidents de commission, honorables conseillers, honorables conseillères, mesdames, messieurs de l'administration du Conseil, mesdames, messieurs les collaborateurs du ministre, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités et chers experts, par décret 2019-1592 du 1er octobre 2019, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a convoqué à compter de ce jour la deuxième session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique, social et environnemental. C'est l'occasion pour moi de lui réitérer les remerciements du Conseil pour l'appui constant qu'il apporte à son bon fonctionnement. De par sa mission principale de conseil et d'appui technique au pouvoir public, notre institution s'accorde avec le temps et le contenu de l'action en cours au sein de l'État et à cet effet s'efforce de saisir la bonne compréhension des sujets de préoccupation majeure qui impactent la vie de la nation. C'est à ce titre que la présente session va se pencher sur plusieurs aspects du civisme et de la citoyenneté, 2 concepts fondamentaux situés au cœur de la dynamique de la République. En effet, le progrès d'une nation est tributaire de l'orientation collective et l'engagement commun de ses citoyens envers les objectifs partagés de développement et de bien-être. Ainsi, l'appartenance à une République signifie d'abord, pour tout citoyen, l'allégeance et l'attachement à ses symboles et valeurs, à son patrimoine matériel et immatériel, ce qui embrasse entre autres le culte de l'intérêt général, le respect des lois, des institutions et des biens publics, bref, l'engagement du citoyen d'être au mieux au service de son pays. C'est à ce titre seulement que nous atteindrons plus efficacement un développement dans l'harmonie et la cohésion. Aussi, le thème relatif à la réforme de l'administration et sa modernisation sera également débattu dans le cadre de la dynamique de transformation tendant à asseoir une gestion plus efficace des attentes du public vis-à-vis de l'État. Enfin, l'enjeu de la préservation de l'environnement figure parmi les préoccupations relevées par le Conseil. Ainsi, la problématique de la qualité de l'air dans notre capitale, la gestion de l'assainissement, des ordures et des encombrements seront également analysées et des propositions concrètes faites en ce sens au gouvernement et au président de la République. Mesdames, Messieurs, la séance plénière de ce jour appelle l'examen de l'affaire 2019-1305 relative au projet d'avis portant sur le thème la contribution du Conseil économique, social et environnemental à l'évaluation prospective de l'acte 3 de la décentralisation. Ce projet d'avis est préparé par la Commission du développement territorial et local du Conseil. Monsieur le ministre, le Conseil économique, social et environnemental, en tant qu'organe consultatif des pouvoirs publics, est pleinement dans ses attributions en vous recevant ce matin avec plaisir en son sein. Il est également dans son rôle en fournissant une plateforme d'échange entre le gouvernement et les différentes catégories socio-professionnelles ici présentes. L'objectif étant, je le rappelle, de formuler des propositions qui soient porteuses de transformations profitables au peuple sénégalais et à l'émergence du pays, comme s'y emploie Monsieur le Président de la République. Je voudrais donc, au nom des honorables conseillers et en mon nom propre, vous dire combien nous apprécions votre présence parmi nous.
d'autant que votre département occupe une place centrale dans la stratégie de développement économique et social de notre pays, incarnée depuis 2014 par le plan Sénégal émergent. Le président de la République, dans sa constitution, la République du Sénégal, dans sa constitution, à son article 102, consacre le principe fondateur de la décentralisation. Je cite, « Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent à la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l'État, ainsi qu'à l'élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leur territoire. À travers l'acte 3, qui est la dernière réforme majeure de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Sénégal met en œuvre plus précisément l'option de territorialisation de ces politiques publiques qui doivent être menées de manière plus équilibrée et complémentaire entre le niveau central et les terroirs, en vue d'un développement homogène de notre pays. Il convient de poursuivre cette démarche qui met davantage en valeur les territoires de 57 communes et 42 conseils départementaux et qui s'évertue à renforcer leur capacité d'action. Dans ce cadre, la vision du chef de l'État est à saluer et en ce qu'elle accorde une importance tout particulière à une gestion plus locale d'une bonne partie des affaires publiques illustrées par l'érection du département en collectivité territoriale. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, concomitamment au processus de transfert des compétences, l'État central s'est évertué à mettre à la disposition des collectivités territoriales des moyens financiers portés par le budget général. Ainsi, pour l'année 2019, le gouvernement a inscrit des crédits globaux d'un montant de 52 milliards répartis entre le fonds de dotation de la décentralisation, 24 milliards, et le fonds d'équipement des collectivités territoriales, 28 milliards, avec une progression de 14 milliards depuis 2012. C'est à ce titre, Monsieur le ministre, que vous avez aussi lancé, sur instruction de Monsieur le Président de la République, un processus d'évaluation prospective de l'acte 3 de la décentralisation en vue d'avoir plus d'efficacité par rapport à ces investissements. C'est justement dans ce cadre-là que se situe l'avis technique du Conseil qui a été sollicité. Le travail qui va être présenté, Monsieur le ministre, est une synthèse objective des différentes constatations effectuées et il est l'occasion de formuler 24 recommandations. Ce projet d'avis, je tiens à le souligner, est le fruit d'un processus participatif et inclusif. Il convient donc de remercier les 35 structures partenaires et les experts pour leurs précieuses et riches contributions, ainsi que l'ensemble des honorables conseillers membres de la commission du département territorial et local. Je voudrais sans plus tarder donc donner la parole au rapporteur de l'intercommission, l'honorable conseiller Ibrahima Gueye, pour nous faire la présentation de la synthèse du projet d'avis. À sa suite, Monsieur le ministre nous fera ses observations préliminaires et dans une démarche inclusive, vous me permettrez de donner la parole pour 10 minutes à chacune des structures invitées pour nous présenter sommairement leur expérience de terrain. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les conseillers, distingués invités du Conseil économique, social et environnemental. Pour une prise en charge de la saisine du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, le Conseil économique, social, à travers la Commission de développement territorial et local, élargie à l'ensemble des maires et présidents du conseil départemental, membres de l'institution, a auditionné 15 structures et 2 personnes ressources, l'association des élus locaux, l'organisation patronale de la société civile, services de l'État, experts de la décentralisation, de l'aménagement du territoire, lors de la première session extraordinaire du mois de juillet 2019.
Conformément aux orientations de la séance plénière de clôture de la session extraordinaire du 8 août 2019, ce travail a été approfondi par les apports des conseillers et de l'administration ainsi qu'une étude diagnostique et prospective complémentaire menée par l'Observatoire du Conseil économique, social et environnemental en collaboration avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous me permettrez, Madame la Présidente, de les remercier pour leur contribution multiforme. Je m'en vais vous faire l'économie du présent avis, qui sera en 4 parties. En dehors de l'introduction, vous avez la première partie, cadre juridico-institutionnel de la décentralisation. Deuxième partie, synthèse de l'état des lieux. La troisième partie, évaluation prospective. Et la quatrième partie, les recommandations. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les honorables conseillers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les responsables de projets et programmes et chefs de service, Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, c'est avec un immense plaisir que je participe ce matin avec mon collègue en charge des relations avec les institutions à la séance plénière d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique, social et environnemental. Consacré, vous l'avez dit, Madame la Présidente, à l'examen du projet d'avis sur la contribution à l'évaluation prospective de l'acte 3 de la décentralisation. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, ainsi que les membres de votre auguste Assemblée, pour leur présence massive qui, en plus de marquer votre adhésion à l'esprit qui anime notre politique de décentralisation, et notamment de l'acte 3 de la décentralisation, témoigne également de votre grande ouverture d'esprit à l'ensemble des politiques publiques définies par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Madame la Présidente, honorable conseiller, en lançant officiellement le processus de formulation de l'acte 3 de la décentralisation le 19 mars 2013, son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, avait indiqué que l'objectif général poursuivi avec cette réforme est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Chez le rapporteur l'a dit tout à l'heure. Mais cette politique aussi est à ancrer au plan Sénégal émergent, qui, faut-il le rappeler, est parti d'un postulat, c'est-à-dire faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Cet acte 3 de la décentralisation, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, vise 4 objectifs fondamentaux, à savoir l'ancrage de la cohérence territoriale pour une architecture administrative simplifiée, la clarification des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, le développement de la contractualisation entre ces 2 niveaux décisionnels et enfin la modernisation de la gestion publique territoriale avec une réforme résolue des finances locales et la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. Après 5 ans de mise en œuvre, vous l'avez dit, du Code général des collectivités territoriales, son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, lors du Conseil des ministres du 24 avril 2019, a instruit le gouvernement de préparer, en étroite collaboration avec les ministères concernés, les collectivités territoriales et les différents acteurs, une évaluation rigoureuse et inclusive de l'acte 3 de la décentralisation.
Pour conduire l'exercice, l'option opératoire retenue par mon département s'articule autour de 4 principales phases. La première est une phase de recueil de données, d'analyse documentaire et d'élaboration de grilles d'entretien et d'indicateurs d'évaluation. La deuxième, une phase de terrain, en concertation et de recueil de contributions à travers la tenue de 14 CRD spéciaux dans les 14 régions et la saisine des principaux acteurs, les institutions comme la vôtre, les ministères, la société civile, le secteur privé, les exécutifs territoriaux, l'administration territoriale, les associations de jeunes, etc. Troisièmement, une phase post-terrain d'analyse des propositions et de production des rapports. Et enfin, une phase de restitution et de remise des travaux. C'est dans ce sens que, Madame la Présidente, nous avons beaucoup apprécié le document portant contribution du Conseil économique, social et environnemental que nous avons parcouru, que nous avons analysé et nous avons également, nous venons de voir toutes les recommandations qui ont été émises. Ces recommandations seront évidemment analysées parce que, comme vous le savez, nous avons mis en place un comité qui est chargé de recueillir tous les avis des institutions, les avis des autres structures, les recommandations aussi issues de notre tournée. Nous avons donc parcouru les 14 régions. Nous avons reçu les avis des régions de par les gouverneurs des régions qui nous ont transmis ces avis. Et de tout cela, le comité chargé de faire toute la synthèse est en train donc de travailler d'arrache-pied pour que d'ici le 15 novembre, nous puissions finaliser donc toutes les recommandations issues des travaux des différentes institutions et organisations du Sénégal en vue de soumettre cela à l'appréciation de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour décision à prendre. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans la première expérimentation de l'acte 3 pendant 5 ans. Maintenant, le président Macky Sall va avoir donc toutes les positions. Parce que comme toute œuvre humaine, il y a des choses qui ont très bien fonctionné au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Mais il y a des choses qu'il faudrait également améliorer pour la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation. Et je suis persuadé également, Madame la Présidente, que en tant que conseiller également privilégié du président de la République, le Conseil économique, social et environnemental va transmettre également directement à son Excellence M. Macky Sall, président de la République, son point de vue sur l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. C'est pour cela, Madame la Présidente, je serai particulièrement attentif au document de haute facture qui sortira de cette session et servira de socle pour des échanges fertiles et dynamiques. Cela augure aussi d'un croisement d'idées entre institutions de l'État, élus locaux, services de l'État et autres acteurs. Je souhaite donc plein succès à vos travaux. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le... Madame la Présidente, honorable conseiller, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Monsieur le ministre du Travail, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur chef de service, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, c'est au nom des élus locaux que je prends la parole, maire et président du département, structuré autour de l'association globale faîtière qu'on appelle Union des élus locaux du Sénégal. Madame la Présidente, je précise que j'ai déjà déposé un document, donc j'en fais une synthèse, simplement, en 10 minutes.
Et je vais directement à la problématique globale. Madame la Présidente, dans cette réforme, il est question de mettre le territoire au cœur des politiques publiques. C'est ça la réforme de la décentralisation. Centralité du territoire, préoccupation des populations. On les identifie, on les diagnostique pour que les questions de croissance économique partent de la base, mieux que par le passé. Et le chef de l'État l'a dit la fois passée. Rien ne sera plus comme avant. Et nous avons des propositions à cet effet. C'est ça le paradigme nouveau. C'est ça la révolution que nous, acteurs locaux, devons faire pour que nos politiques publiques aient du sens. Parce que le sens d'une politique publique, c'est de régler les problèmes des populations. Mais pour les régler, il faut les connaître. Monsieur le ministre, nous savons que l'idée, c'est aujourd'hui rectifier le découpage de l'ex-commune de Sangalkam. L'ex-communauté rurale de Sangalkam, divisée maintenant en plusieurs communes. L'idée, c'est rectifier. Et vous avez dit que ça se fera de toute façon. Mais ma préoccupation, c'est comment ça va se faire. Parce que nous entendons parler de la création de 3 communes, d'une 3e commune en tout cas. Or, si nous avons entendu les spécialistes, par rapport à la viabilité même des territoires communaux, est-ce que ce serait pertinent, par rapport à votre connaissance du terrain, de créer une 3e commune? Est-ce que la rectification ne devrait pas simplement consister à extirper une commune qui est au sein même d'une autre commune? Je veux dire, est-ce qu'il ne serait pas suffisant de relier Keur Ndiaye Lo à Sangalkam et créer une commune qui serait peut-être la commune de Keur Ndiaye Lo Sangalkam, au lieu de créer une 3e commune de Keur Ndiaye Lo qui poserait des problèmes de viabilité en ce qui concerne son existence. Vraiment, c'est une préoccupation parce que nous entendons beaucoup de choses sur ces questions-là, mais nous devons, en tant que responsables, je pense, faire très attention au lieu de créer des localités qui, de toute façon, ne pourront pas, je veux dire, atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Monsieur le ministre, au regard de l'évolution historique des politiques de décentralisation au Sénégal, depuis la première création de la commune de Saint-Louis, nous avons fait beaucoup de chemin et beaucoup de progrès. Le personnel des collectivités locales ne sont pas en reste par rapport à la mise en œuvre de ces politiques qui nous ont valu aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation. N'oublions pas que le personnel des collectivités locales, avec leur organisation syndicale, ont eu à mener des combats farouches pour passer du statut de personnel politique au statut d'agent fonctionnaire des collectivités locales. Ceci est extrêmement important parce que le personnel de ces collectivités changeait au gré des courants politiques et à l'humeur des élus. Aujourd'hui, nous avons des agents de la fonction publique. C'est extrêmement important et cet accompagnement-là des travailleurs pour en arriver ici, nous pouvons considérer que c'est un accompagnement qui va se poursuivre. Pour autant, nous avons des questions. À quand l'opéralisation de la fonction publique locale? Parce que jusqu'ici, ce n'est pas encore très opérationnel. Nous nous demandons également qu'est-ce qui bloque la mise en place de la structure d'accueil. Est-ce des questions de financement? Quel est le problème? Merci Madame la Présidente. Je remercie le ministre et l'ensemble des conseillers. Je parle au nom de l'Union nationale des chambres de commerce. Je vais représenter ici. Les chambres de commerce dans les dispositifs de développement. Et alors, Madame la Présidente, dernière étude de ANSD, les chambres de commerce et les chambres de métiers, nous avons un dispositif d'appui, le secteur privé,
dana fa taxaw. Et je pense que suñ delloo ci gannaaw le développement du Sénégal est reposé bi fi colon yi nekkee avant l'indépendance est reposé sur ces institutions et que c'est une collaboration avec collectivités locales. Je pense que c'est nécessaire pour que ñu mën a arriver à un développement fiable parce que soo xoolee collectivités locales yi c'est bien que ñi ngi def lu ñu mën mais les actions yu ci ëpp day nekk politique wala sociale te je pense que comme li chinois yi di wax nañ ne quand on gère le social on crée autant de social. Donc ci loolu laa doon wax rek wax ne en tout cas Union nationale des chambres de commerce avec les élus locaux avec le ministre on a toujours signé des protocoles d'accord pour s'impliquer nous directement pour encadrer wala associer les collectivités locales pour arriver à faire un développement fiable. Je donne l'exemple en France, toujours on donne l'exemple. La France n'a pas de ministre de formation professionnelle, n'a pas de ministre du commerce, n'a pas de ministre du tourisme. Tout est géré par les chambres de commerce et c'est vérifiable. Et vous avez vu que en matière de formation professionnelle, la première université, la première école c'est HEC. Et donc je pense que vraiment ndegam yàggu amuñ temps bu yàgg. maa ngi nuyu soxna si jiite jotaay bi soxna Ami di nuyu sunu gan ñi la nga xam ne noo fi ñëw tey di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi bokk nekk ak noonu bëgguma wax laay ñu naan ma ngay waaraate bëgguma jàngub hadiis it ñu ne ma nga ci waxtaani fajar ya waaye man bi ma daan dégg ñu naan décentralisation dama jàppoon ne dañu soqi ci Dakar lim yor jox ko région yi ñoom man loolu laa yaakaar mooy décentralisation ma defee ne suñu ko defee te ku ci nekk bañ la joxee nga dem ak sa bopp jombul doo soxlawaat ndey ji bay ñëw di tibaat di yóbbu ndax su ma jàngul laa jiit suñu borom daa wax ne pinc mu nekk réew mu nekk gox bu nekk def naa fa lu yor foofa mu mel ni ginnaaw fu ci nekk def na fa lu yor foofa nee na bu séddale gi jagee rek ñëpp dañ mën a dem ak seen bopp man loolu laa defoon ne mooy décentralisation xam naa ministre bi dana ma ci indi li leeral su fekkee du noonu ma gis ne loolu su fekkee ni ñu ko waxee nu lañ ko doxale ñaar yi gën a sonal Dakar dana ci noyyi benn bi mooy xataay bi nga xam ne benn oto mënut a dem kenn mënut a doxe sa soxla xëy doxe ko xataay boobu dana wàññeeku bu ñaar bi mbalit mii nga xam ne kuñ ko mën di joxit da ngay dem yàgg rek nga ne seen mbalit a ngóog loolu daal laa xalaatoon man ne mooy décentralisation mooy soqi li Dakar yor yóbbu ko ci barab bi ndax barab bu ci nekk am na lu fa yàlla def loolu yor na ko benn mu jóge ci mbay mbaa mu jóge ci xalaat mbaa mu jóge ci culture bu yor foofee ngeen baal ma ci guddal gi. tey nag li nu fi tax a daje nun ci côté artisanat li ma ciy wax mooy dañoo gis ne nun bokk nu ci compétence transférée ci collectivités locales yi bokk nu ci compétence transférée mais gis na ne suñ taxe yëpp aussi collectivités yi ñoo koy jël te duñ am leneen luñ ci jot nun beneen bi aussi suuf yi nga xam ne dafa nekk ci communes yi nu bëggoon ci fu ñuy commune bu nekk mën a dagg benn zone artisanale bu ko defee mécaniciens yi ñuy wax ak dëkk bi xat ndax artisan yi bu boobaa loola dana mën a dañ beneen bi aussi mooy bu njëkk avant code électoral bi ñu koy changé dañ daan def mairie bu nekk suñu watee ba pare da daan am conseil municipal boo xam ne dañ koy jagleel artisanat ñoo koy désigner indi fa muy benn titulaire ak benn suppléant loolu nag su fekkee lu mën a dellu si la soxla nañ ko. Une collectivité locale étant également un démembrement de l'État, je pense qu'il est bien beau que l'État également puisse être regardant en fonction également des gestions des collectivités locales. Moi qui ai eu la chance d'être maire de 2009 jusqu'en 2014, être réélu en 2014, en faisant la comparaison de 2009 à 2013, où le BCI et le PNDL fonctionnaient à merveille. Aujourd'hui, les collectivités locales, on ne voit plus le BCI, le PNDL ne fonctionne plus,
on n'a plus de ressources, ce qui n'est pas normal. Il faudrait également qu'on puisse également aider les collectivités locales à pouvoir surtout construire des salles de classe. De 2009 à 2013, j'avais 14 abris provisoires. En fin 2013, je n'avais plus d'abris provisoires au niveau de ma commune. Parce qu'il y avait le BCI et le PNDL. On parle également de l'ARD. L'ARD est le bras technique des collectivités locales. Un maire qui n'a appris que le poisson. Un bon matin, on te donne des compétences transférées. Et que tu n'as pas l'ARD à tes côtés. C'est l'ARD qui est là et qui soutient les collectivités locales. Quand tu vas à Fatick, au niveau de l'ARD, ils n'ont que le journal, ils lisent que les journaux. Ils n'ont plus rien à travailler. Parce que le PNDL n'existe plus et que c'est le PNDL qui permet à l'ARD de fonctionner. On parle également du cadastre. Il faudrait également que le cadastre local existe. Dans la région de Fatick, par exemple, je donne un exemple sur la région de Fatick. Toute une région, il n'a que le cadastre régional. Il n'y a pas de cadastre local. Un maire qui veut qu'on délimite un terrain dans sa collectivité locale et qui attend le cadastre pendant 3 mois, 4 mois, ils te disent que nous sommes à Toubacouta, nous sommes à Niakhar. Quand est-ce qu'ils seront à Fimela? Parce qu'il n'y a pas d'assez de ressources. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, vraiment, je suis comblé parce que les élus ont été bien défendus. En voyant le ministre Omar Gueye, maire, et M. Adam Diouf parler au nom des élus, ça nous réconforte. Mais moi, ma préoccupation majeure, c'était au niveau de la dénomination. On parle actuellement de conseil municipal, mais je voulais juste qu'on pense maintenant à une assemblée territoriale. Parce que cette dénomination, aujourd'hui, est plus adéquate que de parler de conseil municipal. Il y a aussi une incohérence administrative de mon point de vue parce que les maires sont élus par les conseils municipaux, mais parfois les maires ont des difficultés pour convoquer les chefs de village qui sont sous le tutelle du sous-préfet de l'arrondissement. Je pense que cette incohérence administrative pouvait être corrigée en donnant aujourd'hui les maires de pouvoir nommer les chefs de village ou bien les chefs de village puissent être sous leur tutelle. Salam alaikum. Madame la Présidente, di gërëm honorable conseiller fi teew yëpp, di gërëm monsieur le ministre, bi ñu guddal trop parce que li ñu bëggoon a wax yëpp waxtu bi duñu ko may, mais gis nañ ne président de la République daje na ak élus locaux yi centre Abdou Diouf Diamniadio am na loo xam ne dël nañu ko ñuy ñaan gouvernement bi nañu ci taxaw ba li nga xam ne président dël nañu ko ñu mën koy def ndax boo xoolee compétences transférées yi nga xam ne 9 compétences transférées yëpp am na ci loo xam ne dañ ko pàccoo parce que loolu yëpp comme ni ko oustaz Aliou Sall waxee bu fekkoon ne compétences transférées dañ ko bàyyee collectivités locales yi ñu koy doxal ni ñu ko war a doxalee kon duñ toog fii naan maire bi def na dara wala deful dara waaye dafa bëri loo xam ne gouvernement bi ci boppam ñoo ko yore ñii ñeneen yore ko di ko doxal lu mel ni salle de classe ak yeneen yi nga xam ne tey yow yaa ko en tant que maire en tant que collectivité locale yaa ko war a def askan wi mën a gis seen bopp xam ne lii collectivité locale bi moo ko def. bu loolu passé dañu wax ne comme niñ ko waxee wax nañ ne Pakistan bi dañ koy delloo PNDL loolu moom collectivité locale dañ ci kontaan parce que PNDL lépp lu muy liggéey ci ay normes la koy teg te loolu la mooy liggéey boo xam ne collectivité locale mën na wax ne teg na ci tànkam mooy PNDL ak BCI li ci des yëpp ñi koy liggéey jaaruñ ci collectivité locale bi comme niñ ci war a jaare nga xam ne tey dañ ci gis seen bopp bu baax en tant que maire. Bienvenue à Monsieur le ministre des collectivités territoriales. Madame la Présidente, moi j'ai une préoccupation que je voulais interpeller le ministre et les experts en décentralisation qui sont présents dans cette salle. Connaissant que la ville de Touba
est parmi les plus grandes villes du Sénégal de par sa superficie, la plus grande ville du Sénégal de par sa population, avec l'acte 3 de la décentralisation, Touba a une commune, et pour qu'il y ait développement quand même local à Touba, il faut que les experts y réfléchissent et nous proposent aux autorités de Touba quand même quelque chose de plus adéquat, comme les grandes villes comme Dakar et Thiès, pour qu'il y ait une proximité avec la population de Touba. Ça, c'est une interpellation que vous faites. Je vais aller à l'essentiel, puisque je ne reviendrai pas sur l'urgence, sur le transfert des compétences. Je constate simplement que l'acte 2 a transféré des compétences. L'acte 3 est venu avec une ambition de territorialisation des politiques publiques, mais le nombre de compétences n'a pas évolué. On est resté à l'acte 2. Je pourrais détailler. J'insisterai aussi sur l'effectivité des compétences transférées. C'est un peu gênant pour nous, le Sénégal, donc depuis 1872, comme la Commission l'a dit, qu'on prenne des références sur le Mali, qui a une histoire très récente en matière de décentralisation et qui est beaucoup en avance sur nous, sur l'effectivité des compétences transférées. La gestion de la santé, la gestion de l'éducation, malheureusement, on ne pourra pas revenir sur ces questions. Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, chers invités, experts, je voudrais donner la parole à Monsieur le rapporteur, l'honorable conseiller Ibrahima Gueye, pour des éléments de réponse ou de précision ou juste pour prendre acte des différentes réflexions, commentaires et suggestions. Vous avez la parole, honorable conseiller Ibrahima Gueye. Je voudrais à présent donner la parole à Monsieur le Président de l'intercommission, l'honorable conseiller Mamourba, si vous voulez apporter des compléments d'information. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur les membres de l'administration, Monsieur les experts, je voudrais, bien entendu, à l'entame de mon propos, je ne serai pas du tout long, mais c'est tout juste pour vous remercier. Madame, vous me remerciez en premier lieu pour les bonnes conditions dans lesquelles vous avez mises pour pouvoir parvenir à ce travail. Lors de la première session extraordinaire, vous avez allié l'hôtellerie et, bien entendu, et le matériel, l'hôtellerie pour les serrures, et bon, le matériel pour les alpolars, n'est-ce pas? Alors, l'administration du Conseil, bien entendu, a commencé par votre DC, secrétaire général, et tout le monde, toutes les directions, les experts, je vous félicite, je vous remercie. Les membres de la commission développement territorial et local, en premier lieu, que je devrais remercier, de par leur présence et de par le travail qu'ils ont fait. Madame la Présidente, moi je voudrais seulement insister sur une des conclusions sous-jacentes de notre étude, à savoir les difficultés de l'État à concrétiser la territorialisation des politiques publiques. Je dis, est-ce par manque de volonté politique ou absence de stratégie adaptée? Nous pouvons écarter la volonté politique, puisque le chef de l'État ne cesse de la réaffirmer dans ses différentes interventions. Il convient alors de nous interroger sur les conditions nécessaires pour rendre effective la territorialisation des politiques publiques à travers la responsabilisation totale et entière des collectivités territoriales. Celle-ci suppose, de notre point de vue, l'existence de collectivités territoriales dotées de ressources et de compétences adéquates pour conduire ces politiques publiques à la place de l'administration centrale, mais aussi et surtout la nécessaire adaptation de l'État et de ses démembrements à la nouvelle démarche de l'acte 3. Or, Monsieur le ministre, il nous semble que jusqu'à présent, il est attendu des collectivités territoriales qu'elles s'adaptent à l'État et à ses procédures, alors que ce serait à l'État, dans ce contexte nouveau, de s'adapter aux collectivités territoriales. N'est-il pas donc le temps d'inverser cette démarche qui n'est plus conforme à la nouvelle vision de s'orienter résolument vers l'adoption
des mécanismes de responsabilisation totale et entière des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire respectif. Cela suppose la déresponsabilisation de l'administration centrale. Donc son adaptation au nouveau dispositif pour permettre aux collectivités territoriales d'exercer pleinement et entièrement leurs nouvelles prérogatives. Là, Monsieur le ministre, une réflexion générale suscitée par nos travaux et que je voudrais partager comme possible angle d'attaque pour l'élaboration et la mise en œuvre de la deuxième phase de l'acte 3. Madame, je termine pour vous dire que je remercie les deux ministres par leur présence, leurs collaborateurs, mais je félicite particulièrement le ministre Omar Gueye, avec qui j'ai cheminé ensemble depuis 1986, avec les jeunes socialistes. Donc je le connais très bien, c'est un homme très compétent, c'est mon ami, comme je devrais dire. Donc Omar, je vous félicite pour la nomination et pour la confiance que le président vous a accordée. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier les honorables conseillers qui se sont inscrits et qui ont eu à prendre la parole sur la pertinence de leur intervention. Je voudrais dire que nous avons noté toutes les interventions, mais nous allons faire des réponses groupées par rapport à un certain nombre de problématiques. Je voudrais revenir rapidement sur les pôles territoires pour dire que la réflexion continue. Nous ne sommes pas encore prêts pour la mise en œuvre tout de suite. C'est un concept très intéressant, un concept qui englobe plusieurs problématiques, mais il va falloir poursuivre la réflexion. À cela, il faudrait mettre à côté ou en face, dans l'exécution des urgences, l'intercommunalité, qui existe très bien, qui est dans le Code des collectivités territoriales et qui n'est pas difficile à mettre en œuvre. Quand 2 ou 3 collectivités territoriales ou plus veulent se mettre en intercommunalité, la procédure n'est pas compliquée. Il faut d'abord que ces collectivités délibèrent, chacune en ce qui la concerne, pour montrer la volonté exprimée par les conseillers municipaux ou départementaux de leur volonté d'être en intercommunalité et d'expliquer, de justifier le pourquoi cette intercommunalité ou dans quel secteur ces collectivités veulent être en intercommunalité. Est-ce que c'est dans des questions liées à l'environnement, à l'électrification, à l'éclairage public, etc., etc. À partir de ce moment, le dossier complet est envoyé au ministre en charge des collectivités territoriales qui va préparer le projet de décret que doit signer M. le Président de la République et l'intercommunalité voit le jour. Donc, ce n'est pas compliqué du tout. Actuellement, nous avons un certain nombre de collectivités qui nous ont envoyé leur dossier en intercommunalité et nous allons les traiter très rapidement. Le deuxième point qui est apparu ici dans les différentes interventions, c'est la formation. La formation, elle est importante. Formation initiale, formation continue, aussi bien au niveau des collectivités territoriales des élus, mais aussi au niveau des conseils municipaux ou départementaux du personnel qui travaille avec les exécutifs locaux. Donc cette formation, elle est très importante. D'ailleurs, si vous regardez bien dans le cadre du PACASEN, qui est un programme extrêmement important, la formation occupe une place prépondérante. Et c'est revenu d'ailleurs avec les experts de la direction de la DGID, du ministère de l'économie, du ministère des Finances et du Plan, des Finances et du Budget plutôt. Cette formation, on l'a intégrée dans le PACASEN. Obligatoirement, toutes les collectivités qui sont PACASEN subissent une formation. Mais il faudrait généraliser cette formation. C'est un besoin important et l'adapter au contexte de l'heure. Le cadastre rural est revenu
dans les interventions également. C'est un domaine extrêmement important, le cadastre rural. Vous savez, si je ne me trompe, plus de 90 ou 95% de nos terres sont des terres du domaine national. Nous avons très peu de terres immatriculées. Et la gestion des terres du domaine national est confiée aux collectivités territoriales, particulièrement aux anciennes communautés rurales, qui délibéraient sur le foncier. La loi leur permet. Et jusqu'à présent, cette loi n'a pas été modifiée. Nous avons parlé de la loi 64-46 de 1964, où les nouvelles communes, anciennes communautés rurales, continuent à délibérer. C'est dans le code des collectivités territoriales. Et je saisis l'occasion pour répondre à une préoccupation de l'honorable conseiller. Quel sens donner aux délibérations? Mais les délibérations sont des actes reconnus par la loi. Lorsqu'un conseil municipal ou départemental se réunit, elle délibère conformément à la loi, en présence de l'autorité administrative ou pas. Sa présence n'est pas obligatoire. Quand le conseil municipal se réunit ou le conseil départemental se réunit, la présence du préfet ou du sous-préfet n'est pas obligatoire. Mais le maire est obligé de l'inviter à la séance du conseil municipal ou le président du conseil départemental à la séance du conseil départemental. Mais sa présence n'est pas obligatoire. Le préfet ou le sous-préfet peut se faire représenter comme il peut décider de ne pas venir. Et le conseil peut délibérer valablement. Une fois la délibération adoptée par la majorité, en tout cas des conseillers présents, cette délibération est envoyée à l'autorité administrative, le préfet ou le sous-préfet, qui doit l'approuver. Une fois qu'il l'approuve, c'est opposable à des tiers. Donc la délibération, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Les conseils peuvent délibérer sur le foncier à usage agricole ou à usage d'habitation. C'est pourquoi dans les villages, on délibère pour des champs de culture, on délibère également pour des habitations, et les gens construisent. Mais pour la construction, il faut une autorisation de construire. Et pour cela, l'exécutif local doit monter le dossier, l'envoyer au service technique déconcentré, urbanisme, cadastre, etc., qui donnent leur avis, et après, l'exécutif local, le maire, prend un arrêté portant autorisation de construire dans sa circonscription, mais qui doit aussi être approuvé par le représentant de l'État, le préfet ou le sous-préfet. Maintenant, si la personne veut avoir un document, disons, beaucoup plus, je ne vais pas dire plus fiable, mais à un autre niveau, le bail, il introduit le dossier, qui doit suivre un circuit qui va à la CCOD pour avis et prendre des décisions. En ce moment, la personne peut avoir ou ne pas avoir un bail, peut aussi introduire pour avoir son titre foncier et va l'avoir ou ne pas l'avoir. Mais la base, c'est la délibération. Donc la délibération, ce n'est pas un document qui n'est pas fiable. Voilà. Et pour finir, je dirais simplement que je reviens sur la rencontre du 10 octobre dernier avec le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et qui a dit une phrase très importante. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Cela veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, le président Macky Sall a décidé de territorialiser les politiques publiques. Cela veut dire beaucoup de choses qui se faisaient au niveau central, eh bien, va être fait. Actuellement, nous y travaillons. J'ai mis en place une commission qui intègre aussi bien les élus, les maires, les présidents de conseil départemental, etc. Et nous travaillons sur le mémorandum des élus. Les élus nous ont remis au président un mémorandum sur lequel nous travaillons et qui reprend plus ou moins toutes les préoccupations que nous avons eues à échanger ce matin avec vous. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, honorables conseillers, Monsieur le Ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs,
j'ai le sentiment que nous avons eu ce matin un débat utile à mettre, à mon sens, en rapport avec ce qui se passe dans notre pays. Il me semble que de plus en plus, nous devrions nous préoccuper de la question des fins. Je veux dire, il me semble que nous devrions de plus en plus nous demander, au fond, que visons-nous, que cherchons-nous, que voulons-nous faire? Qu'est-ce qui est important? Ce matin, j'ai cru entendre débattre notre pays, de son avenir, de sa construction, de son aménagement, de sa vie. Pas seulement dans l'instant présent, mais de sa vie aussi pérenne que puisse être une vie humaine. De ce point de vue, nous avons tous eu à relever qu'il y avait chez nous des problèmes liés à l'incohérence territoriale. Le territoire, c'est d'abord le Sénégal. Les autres territoires qui seraient en incohérence, ce sont les différentes zones. Une fois que nous avons relevé ce trait, cet état de fait, il nous revient maintenant de nous poser la grande question, que faire? Que faire? C'est essayer de penser au mieux comment nous devions faire pour résorber cette incohérence-là et rétablir les choses à leur endroit. Mais puisque le Sénégal est un, comment donc pourrions-nous le faire si chacun d'entre nous se dit oui, il y a incohérence, mais on ne touche pas à la chose qui est mienne, on va plutôt essayer de le faire chez les autres. Si nous convenons que cet état d'esprit n'est pas constructif, qu'il serait périlleux, je pense que nous avons déjà fait une bonne partie du chemin. Madame la Présidente, je ne voudrais pas être disert outre mesure. J'ai entendu simplement l'un des honorables conseillers dire qu'il nous fallait aller vers une révolution copernicienne. Je rappelle qu'il s'agit de cet observateur qui, étant sur Terre et regardant le Soleil, s'est dit que c'est le Soleil qui tournait autour de sa tête, mais qui, à un certain moment, a dû se rendre à l'évidence que c'est peut-être lui, l'observateur, à partir de son point d'observation, qui tournait autour du Soleil. Je relève ce fait-là pour dire que le territoire, le grand petit territoire qui est le nôtre, c'est le Sénégal, notre pays. Les autres territoires, c'est les entités dans lesquelles nous sommes les uns et les autres. Il est possible, en y réfléchissant, avec lucidité, avec générosité, de trouver une solution qui nous permet de réconcilier les territoires au territoire. Et d'ailleurs, ce territoire-là, qui est le Sénégal, nous devrions également pouvoir le penser à l'intérieur d'un autre grand territoire, qui est l'Afrique mère, parce qu'en dehors de ce choix-là, il n'en est pas, me semble-t-il, d'autres. Je voudrais encore une fois, Madame la Présidente, vous remercier pour m'avoir permis d'être des vôtres ce matin et pour avoir eu, à côté de mon collègue ministre, une matinée utile qui nous permet de discuter des fins. Merci encore une fois. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, je voudrais vous remercier pour votre présence ici, après avoir remercié également votre collègue en charge des institutions, M. Sambassi, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, Mesdames, Messieurs les présidents de commission, honorables conseillers, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, au terme de la séance, je voudrais relever la grande qualité technique de nos échanges autour de l'évaluation prospective de l'acte 3 de la décentralisation. Comme vous le savez, la décentralisation territoriale constitue un choix politique d'aménagement du pouvoir d'État et une technique d'organisation spatiale de l'action publique telle que souhaitée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Réussir à asseoir un système de décentralisation efficace
C'est réussir à fonder le préalable du cadre d'évolution d'un État moderne à vocation plus ouverte à la participation de la base à la gestion des affaires publiques. Plusieurs idées novatrices ont été portées à notre attention ce matin, ce qui démontre à suffisance l'intérêt et la pertinence de cette saisine gouvernementale. Dans son intervention, Monsieur le ministre Oumar Gueye a procédé à une véritable traversée en profondeur de la décentralisation au Sénégal, avec un rappel du passé, la présentation de l'existant et une vision éclairée sur les perspectives de réforme et d'amélioration conformément à la vision du chef de l'État. Je voudrais à ce titre le féliciter et le remercier pour son engagement et sa ténacité dans l'exécution convenable de ses missions gouvernementales. À sa suite, Monsieur le ministre Sambassi nous a gratifié, comme à l'accoutumée, d'un condensé d'idées innovantes avec toujours le ressort pédagogique habituel. Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, nous vous exprimons tous nos remerciements pour votre participation efficace à nos travaux d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission du développement territorial, je vous réitère mes félicitations et celles de vos collègues pour le travail que vous avez abattu afin de nous présenter un rapport de qualité. Les mêmes remarques sont faites à l'endroit de tous les honorables conseillers économiques, sociaux et environnementaux, et je voudrais aussi relever les précieuses contributions des membres du comité scientifique, des intervenants de l'Union des associations des élus locaux et du laboratoire Territoire et Développement de l'Université Gaston Berger, ainsi que la contribution du Bureau des collectivités locales de la DGID. Mesdames, Messieurs les conseillers, nous reprendrons lundi 4 à 10 h avec un panel sur le civisme et la citoyenneté conformément au calendrier que nous avons adopté ce matin. Sur ce, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et déclare close la séance de ce jour.